le mariage est le cimetière de l'espoir. Ce dicton n'a pas toujours porté une signification aussi sombre. À l'origine, il s'agissait d'un poème consacré à un amour capable de transcender toute chose. Pour cet homme, le mariage n'a rien d'une joie durable. Il incarne plutôt la misère et l'enfermement dans une vie familiale inconfortable, où la relation entre mari et femme se dégrade jour après jour. Il doit afficher une gentillesse constante, même lorsqu'on profite de lui, et ne reçoit en retour que l'indifférence, parfois même le mépris de ses propres enfants. Il refuse de se condamner à une telle existence et s'accroche à la liberté d'une vie de célibataire, préférant ignorer la solitude silencieuse de ses amis déjà mariés. Dans cette insouciance soigneusement entretenue, il ne parvient pourtant pas à comprendre pourquoi une femme souhaite l'épouser. Les moments simples et légers auxquels il est attaché semblent menacés. L'irruption de cette femme dans son quotidien annonce un changement irréversible. Elle est connue dans tout l'Empire pour sa dureté et sa détermination. Sa volonté semble orientée vers un seul objectif, briser l'indépendance de cet esprit libre. Au départ, le célibataire notoire ne saisit même pas la portée de ses paroles. Dans les cercles de la haute société, son mode de vie détaché bascule dès son apparition. Elle est réputée pour son absence de compassion et pourtant, c'est à lui, playboy incorrigible, qu'elle propose le mariage. Cette image s'impose à lui avec une intensité troublante. Il se retrouve dans sa chambre, encore marqué par un rêve récurrent qui le poursuit depuis des mois. Il s'y voit demander la main d'une jeune femme dont il ignore tout. Le caractère répétitif de ce songe lui confère la force d'une prémonition, quelque chose qu'il refuse d'accepter. Une telle perspective contredit tout ce en quoi il croit. L'idée même d'une demande en mariage lui paraît étrangère. Le majordome, informé de son réveil, frappe à la porte et demande l'autorisation d'entrer. Il salue respectueusement son maître et s'enquiert de son repos. Raven, distrait, tente de dissimuler son trouble. Rien n'échappe au regard attentif du serviteur, qui finit par lui transmettre le message de son père, désireux de le voir au plus vite. Le jeune homme se rend alors dans le bureau paternel, où la discussion s'engage sans détour. Son père annonce son intention de le voir épouser la princesse Charlène. Raven accueille d'abord cette révélation comme une plaisanterie. Une décision de cette ampleur ne peut être arbitraire. Charlène appartient à la famille ducale des guérisseurs, gardiens de la purification et du soin dans tout l'Empire. En parallèle, la famille d'ailleurs consacre son existence au combat contre les monstres, au prix de blessures incessantes. L'alliance apparaît alors comme logique et stratégique. Un problème persiste toutefois. La jeune femme possède une réputation redoutable. Elle est connue pour faire pleurer les hommes et briser leurs espoirs. Raven ne l'a jamais rencontrée, mais son nom circule partout dans la haute société. Sa beauté est incontestable, mais son caractère est décrit comme glacial. Un jeune noble lui a déclaré son amour et elle l'a repoussé sans ménagement, le rabaissant au rang d'un simple animal fidèle. Elle est perçue comme une misandre, la femme la plus impitoyable de l'Empire. Il paraît presque irréel qu'une personnalité aussi redoutée ait accepté de l'épouser. L'ironie réside dans le fait que, si elle est connue pour faire pleurer les hommes, Raven, lui, a la réputation de faire pleurer les femmes. Tout le monde le connaît sur le continent comme étant un grand coureur de jupons. Alors s'ils se mettaient ensemble, au-delà du mélange impossible, elle risque surtout de sortir un poignard au premier regard. La décision, pourtant, est irrévocable. Elle émane directement de l'autorité suprême. Raven ne peut rompre ses fiançailles comme il l'a fait par le passé. Son père connaît son penchant pour les relations éphémères et considère que le mariage représente une nécessité, non une option. Refuser signifierait exposer sa sœur à une union imposée avec Marcus le Furieux, un homme bien plus âgé qu'elle. L'image d'un mariage aussi déséquilibré, presque comparable à une relation entre parents et enfants, suffit à faire taire toute résistance. Le majordome interrompt alors la conversation, s'excusant avec respect. La princesse Charlène vient d'arriver. Escortée jusqu'au pavillon du jardin, elle a été introduite sans que Raven en soit informé. Il comprend aussitôt que son père a orchestré cette rencontre sans lui laisser la possibilité de s'y préparer. Incapable de s'opposer à cette volonté, il n'a d'autre choix que d'avancer. Préserver sa sœur devient la seule justification acceptable. Il se dirige vers celle dont la réputation affirme qu'elle n'apprécie guère les hommes. En la voyant, une sensation inattendue l'envahit. Une curiosité sincère se mêle à une impression difficile à définir. Ses traits sont délicats,
sa peau d'une douceur presque irréelle. Rien, dans son apparence, ne correspond à l'image d'une femme impitoyable. Au moment précis où l'héritier de la maison ducale pose les yeux sur elle, une sensation de clarté et de calme le traverse. La beauté de la jeune femme le laisse sans voix. Il demeure immobile, incapable de détourner le regard, comme suspendu hors du temps. La silhouette qui se tient devant lui ressemble en tout point à celle qui apparaît dans ses rêves, comme si la frontière entre imagination et réalité venait de disparaître. Elles se ressemblent tellement. Raven ne parvenait pas à chasser l'idée que la fille de son rêve se trouvait réellement devant lui. Cette pensée restait difficile à accepter puisqu'ils venaient seulement de se rencontrer. Le jeune homme se présenta comme Raven, l'aîné des dires, puis lui offrit un siège et une tasse de thé afin d'installer un climat plus calme. Elle dégageait une aura froide et distante, semblable à celle d'une reine de glace, mais il percevait chez elle quelque chose de moins dur que ce que la rumeur prétendait. Il pensait pouvoir la comprendre et souhaitait entendre de sa propre bouche ce qu'elle pensait de leur fiançailles. Charlène affirma qu'elle acceptait totalement ce mariage. L'idée surprenait, car une fille connue pour détester les hommes semblait prête à s'engager. Raven y vit immédiatement quelque chose de trompeur. Lorsqu'il lui demanda la véritable raison de cette décision, Lady Charlène se leva brusquement de la table, et il observa ce mouvement soudain avec perplexité. La jeune femme déclara qu'elle voulait le voir à genoux devant elle. La réaction prit Raven au dépourvu. Une vague de panique et de confusion le traversa, et dans ce désordre il se rendit compte qu'il tenait la main de la jeune femme, avant de s'excuser aussitôt. Sa réaction resta simple et presque naïve, loin des rumeurs qui l'entouraient, ce qui lui donna l'allure d'un chiot maladroit. Cette attitude ne fit qu'alimenter chez Charlène une envie plus vive de le taquiner. Quelque chose d'étrange persistait chez cette fille. Revenant au sujet principal, le jeune maître annonça son opposition à leur fiançailles. Il pensait qu'elle partageait ce refus et voulait comprendre pourquoi elle avait finalement accepté. Il se préparait à entendre n'importe quelle justification, sauf l'idée que cette fille impressionnante nourrissait une attirance pour lui. Les déclarations ne lui étaient pas inconnues, et il savait que les sentiments dissimulés derrière la gentillesse pouvaient cacher des intentions troubles. Le projet d'épouser Maître Raven visait à lui assurer sécurité et protection, puisqu'il était riche, chevalier, et doté d'une apparence singulière et remarquable. Faire de lui son homme apparaissait comme une solution idéale. Aux yeux de Raven, la princesse Estrella n'était pas différente des autres femmes, toutes les mêmes choses. Il ignorait le jeu de Charlène et les raisons de son rapprochement avec sa famille, mais il refusait catégoriquement ce mariage. Il décida qu'il n'épouserait pas une fille qui semblait nourrir pour lui des sentiments déraisonnables. Le visage de Charlène resta immobile, sans tressaillement. Elle ne tenta ni de discuter, ni de le retenir. La vérité s'imposa avec froideur, Sa Majesté venait de mettre fin à l'échange. Raven s'excusa et quitta les lieux avec un sourire discret, comme s'il retrouvait son statut de célibataire. Pourtant, Charlène demeurait une fille remarquable qu'il ne reverrait sans doute jamais. En quittant le jardin, une douleur violente lui traversa soudain la poitrine et le plia en deux. Une jeune femme présente à proximité se précipita pour lui venir en aide. Il se remit rapidement, et sa présence lui donna l'occasion de s'informer sur la situation. La première escouade envoyée dans la zone interdite avait signalé la présence de monstres d'un niveau particulièrement élevé. L'unité dépêchée par le jeune homme aurait dû les éliminer sans difficulté, d'autant qu'ils n'étaient pas réapparus depuis leur précédente neutralisation. Raven décida alors de partir immédiatement. Les monstres de la zone interdite inspiraient une peur profonde. Leur dangerosité et leur agressivité étaient extrêmes, et leur apparence évoquait une incarnation du mal. Les affronter représentait un défi sérieux. Ces créatures semblaient surgir des abysses, et leur regard brûlant plongeait les soldats dans la terreur. Ils devaient tenir jusqu'à l'arrivée du capitaine. Au moment où la situation menaçait de leur échapper, l'héritier du trône apparut dans l'obscurité, tel un secours providentiel. Protéger ces soldats constituait pour lui un devoir et un honneur. Leur résistance témoignait de leur valeur. Le pouvoir d'un gardien reposait sur un cœur droit, un talent singulier et une maîtrise de l'épée capable de trancher les démons. Il ordonna aux 2e et 3e escouades de vérifier la présence éventuelle d'autres monstres. Aucun soldat n'était mort, mais plusieurs se trouvaient gravement blessés. Leur survie restait incertaine s'ils rentraient immédiatement. Lord Raven ordonna donc à la première équipe de secours de retourner au domaine avec les blessés, précisant que les autres les rejoindraient ensuite.
C'est alors qu'il remarqua des pétales flottant lentement autour de lui. À cet instant, un soldat cria. Raven se retourna et fut surpris de la voir. D'une manière ou d'une autre, Lady Charlotte se retrouva seule sur le champ de bataille. Après leur conversation, elle rentrait chez elle lorsqu'elle entendit des soldats évoquer la présence de monstres. Elle utilisa alors la téléportation afin de constater la situation par elle-même. L'un des soldats blessés portait en lui un miasme qui se propageait dans son corps, mais la jeune guérisseuse entreprit aussitôt de le purifier. Sa magie de guérison se déploya avec douceur, semblable à une brise printanière qui emporte des pétales et les disperse dans l'air. Sous l'effet de ce pouvoir remarquable, les blessés commencèrent à se rétablir, leurs plaies se refermant sans laisser de traces. Tous retrouvèrent la santé, grâce à une seule personne. Les guérisseurs du duc comptaient parmi les plus grands utilisateurs du pouvoir divin, mais l'intensité du sien semblait capable d'inverser une situation en quelques instants. Tandis qu'elle soignait chacun avec une concentration totale, la princesse resta absorbée par sa tâche et ne perçut pas la présence d'un monstre qui se glissait derrière elle. Elle ne manifesta aucune réaction visible. Le visage impassible, elle frappa simplement la créature de la paume. Le geste se prolongea sans hésitation jusqu'à l'achèvement du monstre, accompli sans effort apparent. Devant ce courage et cette intrépidité, Lord Raven resta profondément troublé. Cette jeune femme ne correspondait pas à l'image qu'elle donnait. L'élimination des monstres semblait lui être naturelle. Effrayé par la facilité avec laquelle elle venait d'abattre ces créatures, un soldat s'agrippa à son maître, persuadé de sa propre fin. L'esprit de Raven se fixa alors sur une interrogation persistante au sujet de la princesse Charlène. Prenant l'initiative, elle s'approcha du prince et saisit sa main. La jeune guérisseuse lui promit de le protéger en toutes circonstances et demanda sa permission de l'épouser. Cette journée marqua le début d'un bouleversement dans la vie de Raven. La proposition publique de Stella transforma son quotidien. Désormais, l'entourage affirmait qu'il devait épouser Lady Estella. Partout où il se rendait, la pression exercée par ses chevaliers se faisait sentir, tant ils admiraient la jeune femme. Raven était dérangé par une situation, du fait que le pouvoir de Estrella est lié à la guérison, alors comment elle arrive à neutraliser les monstres? Le pouvoir divin représentait une énergie particulière employée pour combattre les créatures et leurs poisons. Contrairement à la magie accessible au plus grand nombre, seuls les descendants des deux grandes familles ducales pouvaient manier cette force, la famille des chevaliers d'Yel et la famille guérisseuse Charlène. Une seule personne avait réussi à unir ces deux capacités, la sainte qui avait autrefois sauvé l'Empire. Sir Raven reçut alors une proposition de mariage de convenance. Il rencontra Lady Charlène dans un lieu de la ville ce jour-là. Elle était déjà présente. Il se présenta et s'excusa de son retard. Estella arrivait elle aussi à cet instant et remarqua l'atmosphère paisible de l'endroit. Raven lui expliqua que s'il lui plaisait, il pourrait y revenir. On y servait des thés saisonniers rares accompagnés d'un sablé réputé. Sa sœur affirmait que ce lieu attirait particulièrement les jeunes femmes, mais le moment exigeait d'aborder le sujet principal. La participation de Lady Charlène à l'élimination des démons ne faisait l'objet d'aucune négociation. Quant aux autres conditions, leur union ne durerait que jusqu'à l'obtention par Raven de son titre. Elle renoncerait ensuite à toute revendication sur ses biens et aux droits liés au duché. Ces termes paraissaient très favorables au prince. La jeune femme parlait avec sérieux, dissimulant encore ses véritables intentions. Sa réputation de méfiance envers les hommes contrastait avec son acceptation de ce mariage. Pour Raven, il était inutile de chercher à éprouver des sentiments pour l'un comme pour l'autre. Il ne s'agissait que d'une relation sans ambiguïté, maintenue dans des limites clairement définies. De plus, grâce à ses pouvoirs, ses soldats demeuraient protégés. Raven comprit peu à peu la logique de cette décision et accepta de signer selon ses conditions. Il décida de lui poser une question. Elle le savait déjà, Raven appréciait les plaisirs de la vie et la compagnie des femmes, et il était probable qu'il ait plusieurs maîtresses durant leur mariage. Il voulait qu'elle soit certaine de ne pas regretter son choix en souhaitant l'épouser, lui, un homme capable, malgré lui, de la rendre malheureuse. Les pertes accumulées dans sa vie l'avaient déjà épuisée, et l'inquiétude ne la retenait plus. Elle n'éprouverait pas de regret à s'unir à un homme aussi libre. Puisque Charlène acceptait ces termes, Raven apposa sa signature. L'accord reposait désormais sur elle et se trouvait scellé. Son apparence demeurait douce, mais il ne tolérait aucun dépassement des limites. Derrière son sourire,
Un regard glacé fit naître chez la jeune femme une légère tension, comme si, à sa place, elle aurait déjà infligé une sanction. Une raison profonde expliquait la nécessité pour Estella de rester à ses côtés. Elle pouvait enfin mettre son plan à exécution. En mobilisant sa magie divine, la guérisseuse scella l'accord. Troublée par ce qu'il venait de voir, Raven lui saisit la main et exprima son inquiétude face aux conséquences possibles d'une rupture du contrat. Estella le considérait comme un homme froid, mais son attitude révélait désormais une colère dirigée vers quelqu'un qu'il avait autrefois méprisé. Autrefois, son Altesse lui avait demandé si elle éprouverait du regret. Il restait difficile de croire qu'il demeurait indifférent à tout cela. Rien n'avait véritablement changé. Charlène ne s'engageait pas à la légère et restait persuadée que Raven finirait par s'attacher à elle. Cette conviction s'imposait avec évidence, d'autant que Raven lui-même en avait été l'initiateur. Peu après, la nouvelle du mariage prochain de Lord Raven avec la princesse Charlène se répandit dans tout le domaine et agita le manoir. Selon une servante, la chambre devait être prête pour la semaine suivante, car l'arrivée d'une maîtresse de maison transformerait le quotidien des domestiques. Tous s'attendaient à être submergés par les préparatifs. Une seule resta indifférente, préoccupée uniquement par la tranquillité du manoir. Lord Raven possédait déjà une compagne que l'on disait être sa favorite, et la princesse Charlène n'en avait probablement aucune connaissance. Ce soir-là, une jeune femme voilée de blanc observa le manoir du duc avec une attention silencieuse. Une inquiétude persistante l'accompagnait depuis longtemps. Elle se dirigea directement vers le bureau du prince. Lorsqu'il ouvrit la porte, la surprise se mêla à un soulagement sincère. En reconnaissant Catherine, il ressentit une joie immédiate et s'assura de son arrivée en sécurité. À peine entrée, elle remarqua les nombreux documents éparpillés sur la table. Raven lui demanda d'attendre le temps d'achever son travail. L'homme s'était présenté vêtu comme une femme et s'interrogeait désormais sur la nécessité d'une telle préparation pour un simple traitement. Le prince expliqua que cette précaution venait du fait qu'il avait failli être reconnu plus tôt. Catherine se concentra ensuite sur les soins à prodiguer au seigneur à l'aide de ses pouvoirs de guérison. Les portes s'ouvrirent brusquement et des chevaliers pénétrèrent dans la pièce afin de s'assurer que tout allait bien. Lord Raven se trouva contraint de jouer la comédie avec Catherine, donnant l'impression d'une situation intime. Il déclara être occupé et demanda qu'on ne le dérange plus. Les chevaliers demeuraient perplexes à l'idée qu'une inconnue ait pu entrer en ces lieux. Cette mise en scène restait nécessaire. Raven formula ensuite une demande à son assistant afin que ces traitements demeurent secrets et que ses soldats n'en apprennent rien. La guérisseuse expliqua que, pour poursuivre les soins, le seigneur devait se dévêtir et s'allonger. Grâce à ces soins, Sir Raven retrouvait un état physique stable, libéré de toute maladie apparente. Pourtant, la tension visible sur son visage trahissait un malaise que Case percevait aisément. Il lança un sort de guérison afin d'apaiser sa douleur, malgré l'interdiction de Raven d'utiliser ce pouvoir divin. Seuls les descendants directs de la famille d'ailleurs portaient le sceau protecteur et détenaient une puissance divine considérable. Une seule personne pouvait ainsi anéantir des centaines de monstres, ce qui rendait la situation complexe puisque Raven portait ce sceau. Conscient que l'usage répété de cette force risquait de lui coûter la vie, il persistait à l'employer pour protéger son peuple, prêt à se sacrifier afin que d'autres puissent vivre. Après les soins, Raven manifesta une irritation profonde, troublé par les propos inversés de Kate. Une nouvelle journée commença. Henry répétait les mêmes paroles pour la 100e fois, comme pour se convaincre lui-même. Il attendait cet instant depuis longtemps. Son enfant avait grandi, et l'appellation de petit garçon ne semblait plus convenir. Un vieil homme comme lui aspirait à la paix en sachant que son fils ne finirait pas seul. La jeune femme qui s'apprêtait à entrer dans leur vie se montrait d'une franchise presque déroutante. Henry peinait à croire que son fils l'ait décrite comme une personne unique et remarquable. Raven la considérait comme quelqu'un capable d'affirmer, dès la première rencontre, qu'elle saurait le mettre à genoux. Pendant ce temps, Lady Charlène poursuivait un long voyage. Elle occupait le trajet en lisant un ouvrage intitulé « Comment faire tomber éperdument amoureux un homme inaccessible ». La première étape consistait à laisser une impression marquante, ce qui avait déjà été accompli. La seconde demandait de démontrer ses capacités, ce qu'elle avait également réalisé. Restait désormais le temps passé en tête-à-tête. La prochaine rencontre devrait se dérouler dans un espace clos, rien que tous les deux. Elle percevait la méfiance de cet homme qui la considérait comme un animal imprévisible et supposait qu'il éviterait toute situation d'isolement avec elle.
Même l'idée de l'attacher ne garantirait pas le résultat, bien que cette pensée lui paraisse étrangement logique pour quelqu'un ayant appris l'amour à travers les romans. Elle regretta de ne pas être arrivée plus tôt. Finalement, la calèche atteignit le domaine du duc, où tout le personnel se tenait prêt à l'accueillir. Henri éprouva une satisfaction silencieuse en voyant son fils venir lui-même recevoir la princesse. Lorsque Madame Stella descendit de la calèche, Sir Raven s'avança et la souleva dans ses bras avec une spontanéité visible, l'appelant sa charmante fiancée. Raven, assis derrière son bureau avec une prestance naturelle, demanda d'un ton maîtrisé quelles avaient été les réactions suscitées par ses fiançailles avec demoiselle Estrella. Le majordome répondit avec une honnêteté mesurée. Ceux qui le servaient depuis longtemps se montraient sincèrement heureux pour lui, mais parmi les employés les plus récents, nombreux étaient ceux venus de la capitale, porteurs d'opinions et d'inquiétudes. L'image d'Estrella, beauté froide aux cheveux d'ébène entourés de roses rouges, persistait dans les esprits. Le serviteur mentionna l'existence de rumeurs la concernant, rumeurs qui suscitaient une certaine nervosité, sans que la situation ne soit encore préoccupante. Il demanda ce que le duc comptait entreprendre. Dans les couloirs, les murmures prenaient la forme de récits malveillants. On évoquait la duchesse Riel, son charme et les hommes qu'elle avait séduits, son surnom de fleur de l'Empire, et l'indifférence supposée de son époux. Ces paroles s'insinuaient lentement, comme un poison discret. Estrella, distante et d'une beauté intimidante, finirait inévitablement par devenir la cible de ragots similaires, d'autant qu'elle ne semblait pas chercher à paraître sociable. Raven donna alors un ordre clair. L'accès au manoir devait être refusé à toute personne jugée douteuse. Il agirait de son côté pour éviter qu'Estrella ne soit importunée. Cela constituait le minimum qu'il pouvait lui offrir dans la situation présente. Quelques instants plus tard, devant l'entrée principale du domaine, le carrosse s'immobilisa. Raven s'avança avec élégance sous le regard animé des servantes venues accueillir leur future maîtresse. Un souffle magique souleva sa cape et les cheveux d'Estrella lorsqu'il la prit dans ses bras avec aisance, comme on porterait une princesse. Il prononça quelques mots à son intention avec un sourire parfaitement maîtrisé, digne d'un acteur habitué à la scène. Estrella, surprise, écarquilla les yeux. Autour d'eux, les servantes retenaient leur souffle, émues et fascinées par ce geste inattendu. Elles murmuraient entre elles, troublées par cette démonstration inhabituelle de la part du duc. Raven expliqua d'une voix douce que le voyage avait dû être éprouvant et qu'elle pourrait se reposer dans sa chambre. Il la conduisit à l'intérieur, affichant l'image d'un bonheur conjugal irréprochable. Dès que les lourdes portes du manoir se refermèrent et que les regards cessèrent de les suivre, cette façade s'effondra. Le sourire du duc disparut, le visage d'Estrella se referma, marqué par un ennui évident. Les servantes restées dans le couloir, encore troublées par la scène, laissèrent éclater leur agitation avant que le calme ne s'installe de nouveau. À l'intérieur, l'atmosphère devint froide. Estrella ajusta sa robe et confia que la situation l'avait oppressée au point de lui donner l'impression d'étouffer. Raven répondit qu'il partageait ce sentiment. Il proposa de discuter. Elle accepta, mais avant toute chose. Elle précisa avoir posé un sort d'insonorisation et se déclara prêt à l'écouter. Estrella observa la distance qu'ils maintenaient entre eux, incrédule face à cette prudence excessive. Elle exprima son agacement et s'avança vers lui d'un pas décidé, ses talons résonnant sur le marbre. Elle s'arrêta tout près, l'obligeant à soutenir son regard, et adopta un ton chargé de défi. Il réagit en plissant les yeux, une étincelle de rivalité traversant son regard. La tension entre eux sembla prendre forme, presque tangible, comme si leur animosité se matérialisait en créatures prêtes à s'affronter. Estrella, intérieurement, jugea cet homme sévèrement, ne lui reconnaissant guère de qualité au-delà de son apparence. Elle évoqua ensuite son comportement théâtral de tout à l'heure et demanda s'il comptait continuer sur cette voie. Raven répondit que cette mise en scène valait mieux que de laisser les autres douter de leur relation ou nourrir des rumeurs. Cela ne lui portait pas préjudice et restait préférable à un accueil glacial. Son regard se fit ensuite plus pénétrant, cherchant à évaluer son véritable ressenti. Elle souligna qu'il se méfiait encore d'elle et que les rumeurs d'un attachement amoureux pourraient la mettre mal à l'aise. Raven détourna brièvement les yeux avant d'admettre qu'il conservait des réserves. Pourtant, contrat ou non, vous restez ma fiancée, et une certaine considération lui semblait nécessaire. Elle observa sa posture pragmatique et y perçut une forme de sincérité. Au fond d'elle,
Elle comprenait que sa délicatesse en public relevait surtout d'un devoir social destiné à étouffer les mauvaises langues. Elle refusa néanmoins de nier le trouble que cette tendresse feinte faisait naître en elle, comme une tentation d'y croire malgré tout. Un sourire ambigu étirant ses lèvres, elle laissa entendre qu'elle ignorait s'il était réellement quelqu'un de bien ou simplement un homme maladroit. Raven tenta de réagir, déstabilisée, mais elle s'approcha encore, son visage dangereusement proche du sien. Elle affirma que, puisqu'il semblait déterminé à tenir son rôle jusqu'au bout, il saurait probablement répondre aux attentes imposées par leur statut lorsque la nuit viendrait. Le puissant soldat, habituellement stoïque, perdit toute contenance et rougit violemment, incapable de trouver ses mots face à cette attaque directe. Un fracas soudain, semblable à un séisme, secoua le manoir et brisa la tension. Daniel, commandant de l'unité 2, un colosse blond aux yeux bleus, laissa paraître sa surprise en constatant que le capitaine semblait gêné. Raven ouvrit la porte brusquement et se retrouva face à ses subordonnés, une aura menaçante émanant de lui malgré la rougeur persistante de ses joues, signe d'un trouble qu'il tentait de contenir. Il leur ordonna d'aller s'entraîner plutôt que de rester, à se reposer. Hassel, commandant de l'unité 3, un homme aux cheveux bleus et au regard acéré, affirma qu'il avait parfaitement entendu et souligna que la même question revenait sans cesse, invitant simplement à prêter attention. Tandis que Théo, commandant de l'unité 1, en conclut avec une innocence désarmante que cela signifiait sans doute que l'amour les unissait profondément. Daniel reprit l'expression avec perplexité, comme s'il en évaluait lentement le sens, déclarant que la vérité apparaîtrait en temps voulu avant de remarquer la présence d'un sort, probablement un sort d'insonorisation, ce qui modifia aussitôt l'atmosphère. Le visage de Daniel s'illumina d'un sourire chargé de sous-entendus et il se mit en scène avec emphase, écartant les bras comme pour souligner ce qui pouvait se produire à l'abri des regards en pleine journée. La proximité entre Raven et Strella figea Daniel et ses amis, saisis par la gêne et par la conscience soudaine d'avoir surpris un moment qui ne leur appartenait pas. Ils présentèrent des excuses avec retenue, puis refermèrent la porte derrière eux. Raven se retrouvant seul, et les supplia de ne pas l'abandonner ainsi, son malaise transparaissant dans sa voix et dans son attitude. Presque aussitôt, Estrella surgit derrière lui et lui rappela avec assurance qu'il était celui qui avait fait le premier pas, ajoutant qu'elle croyait qu'il souhaitait faire preuve d'un minimum de considération. Derrière la porte, les soldats restaient présents et, dans leur esprit, l'idée s'imposait qu'un homme qui s'engage en premier doit assumer pleinement ses responsabilités. La porte fut finalement refermée pour de bon, scellant la situation. Plus tard, dans une taverne, l'atmosphère se fit plus détendue et Daniel levait sa chope avec enthousiasme, incarnant cette énergie simple et directe qui le caractérisait, tandis que le duc, assis à table, paraissait dépité, comme si ses pensées l'éloignaient du tumulte ambiant. Hassel remarqua son humeur sombre en posant sa chope. Théo lui tendit une brochette de viande et expliqua qu'en période de déprime il convenait de manger et de faire travailler ses muscles. Daniel prit alors une pose de culturiste, en exhibant sa carrure avec fierté. Théo continua de mâchouiller sa nourriture avec calme, acquiesça, puis aborda un sujet plus intime en évoquant la perspective d'un enfant à venir comme une évidence formulée avec simplicité, ce qui fit presque recracher sa bière au duc qui exprima son incompréhension. Tandis que Théo poursuivait en confiant son affection pour les enfants, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Le duc détourna le regard et un sourire mélancolique effleura ses lèvres lorsqu'il affirma que ce n'était pas ainsi entre elle et lui, son regard se perdant ensuite dans le vide, il se rappela la promesse qu'il s'était faite autrefois, celle de construire le foyer le plus heureux du monde le jour où il se marierait, refusant de reproduire la relation que ses parents avaient connue, puis le souvenir de l'enfant qu'il était s'imposa à lui, penché sur un grand livre ancien dans la bibliothèque familiale, découvrant la vérité terrible de sa lignée. Tout cela appartenant à un temps antérieur à la révélation du destin qui l'attendait. Le froissement des pages tournées résonna dans son esprit, accompagné des mots gravés dans sa mémoire affirmant que ceux qui héritent du symbole des gardiens sont condamnés à une mort précoce en échange de son pouvoir, rendant la perspective de l'amour douloureuse face à ce qui l'attendait, conscient qu'il était voué à mourir jeune. À l'époque où l'Empire venait tout juste d'être fondé, l'apparition soudaine de monstres et la propagation de leur poison plongèrent le continent dans un chaos absolu. Alors que tout espoir semblait perdu, la Grande Sainte et son chevalier gardien firent leur apparition. Ensemble, ils repoussèrent les ténèbres et érigèrent une barrière protectrice qui recouvrit l'ensemble du territoire. Aujourd'hui encore, la sécurité des habitants repose sur deux piliers inébranlables,
les soins et la purification prodigués par la maison Charen, ainsi que l'éradication des monstres et l'entretien de la barrière confiée à la maison d'Iel. La chasse aux monstres demeure, par nature, une mission périlleuse. Pour les chevaliers, la présence de Demoiselle Estrella, dotée d'un pouvoir divin exceptionnel, représentait le soutien le plus précieux. Pourtant, la réalité du terrain différait souvent de la théorie. Les chevaliers ordonnèrent de dégager le passage pour Demoiselle Estrella. Ensuite, Raven, avec un sourire tendu, presque menaçant, trahissait une patience mise à rude épreuve. Il déclara d'une voix qui ne tolérait aucune réplique qu'il partait à la chasse aux monstres et rappela qu'il ne s'agissait pas d'une promenade. Les soldats, tremblants, acquiescèrent. Ils savaient ce qui les attendait. Demoiselle Estrella était capable de terrasser des monstres d'un simple revers de la main. Avec ses pouvoirs de soins exceptionnels, elle équivalait pratiquement à une armée à elle seule. Les chevaliers l'acclamaient, voyant en elle l'assurance de leur survie, tandis que pour le capitaine, sa présence constituait un défi logistique permanent. Il soupira en se massant les tempes face à l'enthousiasme démesuré de ses hommes et rappela que Demoiselle Estrella était présente en tant que membre de l'unité de soins. Son rôle consistait à assister et non à combattre. Il ajouta, comme il est de coutume, il revenait aux chevaliers d'abattre les monstres. Ces paroles furent interrompues par un fracas assourdissant. Un cri d'agonie monstrueux déchira l'air. Devant le portail dimensionnel, les préparatifs s'achevèrent. Les troupes, le visage marqué par la lassitude, attendaient l'ordre de marche. Le capitaine s'enquit de l'état de préparation. Ils traversèrent le portail et s'enfoncèrent dans la forêt luxuriante. L'atmosphère se révélait calme, d'un calme presque irréel. Estrella rompit le silence en affirmant que l'homme n'avait pas tort et que leur efficacité serait accrue s'ils se chargeaient eux-mêmes des monstres. Elle exprimait son incompréhension face au refus persistant. Le capitaine marchait devant elle, sa cape noire flottant doucement. Il répondit sans se retourner que le véritable enjeu concernait le jour où il ne serait plus là. Il reconnut que leur intervention rendrait les choses plus simples et plus rapides, avec moins de blessés, mais souligna que s'appuyer excessivement sur eux priverait les autres de la capacité de survivre seuls. Il s'arrêta et se tourna vers elle, un sourire sincère et bienveillant éclairant son visage habituellement sévère. Il lui confia qu'il comptait sur elle et qu'il fallait laisser les chevaliers apprendre à protéger leur propre vie par leurs propres moyens. Estrella accueillit ces paroles avec respect, touchée par sa vision du commandement. Une bourrasque soudaine balaya la clairière. Peu après, un chevalier blond décrivit la scène avec enthousiasme, affirmant qu'il s'agissait de la meilleure chasse de sa vie et relatant la manière dont Demoiselle Estrella avait neutralisé le monstre qui menaçait l'unité des soins en le frappant directement. Le capitaine observait la scène, un sourire fatigué aux lèvres. Elle avait surveillé les chevaliers avec attention, n'intervenant que lorsque la situation l'exigeait, mais avec une efficacité redoutable. Grâce à elle, la chasse s'était déroulée sans incident, voire mieux que d'habitude. Estrella croisa son regard et expliqua qu'elle n'avait pas eu d'autre choix et qu'elle n'avait pas cherché à le défier. Le capitaine la remercia pour avoir protégé les guérisseurs et reconnut qu'aucun d'entre eux n'avait été blessé. Il reprit ensuite son rôle de commandant et ordonna que tous les hommes passent voir un guérisseur afin d'être purifiés de toute trace de poison avant le retour, puis annonça le repos. Alors que les troupes se dispersaient, Estrella le tira et lui indiqua qu'elle allait s'occuper personnellement de son cas, mais il jugeant inutile en estimant qu'elle devait être fatiguée, en plus qu'il y avait beaucoup de guérisseurs qui pouvaient s'occuper de lui. La voyant en colère, il accepta et lui tendit la main. Il ajouta que l'efficacité du traitement augmentait avec le contact direct de la peau et que, sans cela, le temps de soins se trouverait prolongé. La nuit tomba sur le domaine. Sous le clair de lune, dans l'intimité d'un jardin isolé, le capitaine retira sa chemise. Son torse pâle et musclé luisait sous la lumière nocturne. Estrella, concentrée, posa ses mains sur lui pour examiner son flux magique. Elle déclara ne percevoir aucun signe alarmant, mais nota que la circulation de son mana manquait de fluidité. Sa main se posa à plat sur son pectoral gauche, cherchant l'origine du blocage et associant cet état à un manque de repos. La peau du capitaine devint brûlante. Une rougeur intense envahit son visage, remontant du cou jusqu'à la racine de ses cheveux d'argent. Son corps se mit à trembler visiblement. Il demanda d'une voix étranglée ce qu'elle faisait. Estrella fronça les sourcils et confia avoir toujours trouvé la situation étrange. Elle l'observait avec curiosité. Au-delà des frontières,
Il était de notoriété que de nombreuses femmes éprouvaient des sentiments pour Raven et rêvaient de ressentir la chaleur de ses bras. De nombreuses rumeurs circulaient à son sujet, certaines flatteuses, d'autres plus sombres. On le décrivait notamment comme un homme cruel qui ne retournait jamais 2 fois dans le même lit. Malgré cette réputation, sa popularité demeurait intacte. La scène se déplaça dans une chambre luxueuse baignée d'une lumière tamisée. Raven était allongé sur le lit, le torse nu, tandis qu'Estrella se penchait au-dessus de lui, une main posée sur ses abdominaux sculptés. Elle confia qu'elle n'avait jamais remis en question ce que racontait la haute société à son sujet, mais que certains éléments la troublaient. Elle plongea son regard dans le sien, percevant chez lui une tension proche de la panique, et formula l'idée qu'il n'avait peut-être jamais partagé d'intimité avec une femme. Estrella ne recula pas. Sa main glissa lentement sur sa peau dans un geste assumé qui fit frissonner le guerrier. Elle affirma que la communication pouvait prendre des formes variées. Le regard de Raven s'élargit sous le choc. Il tenta de l'arrêter, conscient que la situation lui échappait. La voix suppliante, traversée d'une panique mêlée de désir, résonnait dans l'obscurité. Dans ce songe fiévreux, Raven demeurait à sa merci, le visage empourpré, le corps parcouru de tremblements sous son toucher. Raven ouvrit brusquement les yeux. Le silence de la chambre luxueuse remplaça aussitôt les soupirs de son rêve. Elle cligna des paupières, reprenant ses esprits tandis que la lumière froide de la lune filtrait à travers les immenses fenêtres. Il murmura qu'il ne s'agissait que d'un rêve, rien de plus, peut-être même d'un cauchemar. Un sourire discret étira les lèvres de Kate. Selon elle, il ne connaissait sans doute rien aux femmes et utilisait sa réputation d'homme volage pour se soustraire au mariage. À présent qu'il était engagé, cette façade avait-elle encore une utilité? La situation lui échappait déjà en grande partie et elle redoutait que ses propres gestes ne confirment les doutes qu'il nourrissait. Elle imagina la scène avec ironie, Raven à genoux, submergé par l'émotion et implorant qu'on l'épargne. L'image lui parut presque pathétique, celle d'un homme affichant une assurance de façade sans réelle expérience. Raven se précipita vers Kate et lui confia que la situation deviendrait grave si Estrella apprenait la vérité. Son assurance habituelle laissait transparaître une inquiétude qu'il ne parvenait pas totalement à dissimuler. Il la remercia ensuite d'être passé, cherchant à clore l'échange avec maîtrise. Estrella d'un coup d'œil aperçut Kate. Celle-ci avait vu la scène. Elle resta pourtant calme et ne dit rien. Son silence, plus éloquent que des reproches, révélait une tension contenue. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée d'Estrella au manoir de la maison d'Iel. Le soleil baignait la pièce d'une lumière dorée. Assise devant sa coiffeuse, elle laissait une domestique brosser ses longs cheveux soyeux. La vie au manoir se révélait d'un confort remarquable, rendu possible par les attentions constantes de Raven. Une proximité s'était installée entre eux. Elle se surprit pourtant à douter, le regard perdu dans son reflet. La réaction de Raven face à ses avances rendait difficile l'idée qu'il ait réellement partagé une relation intime avec qui que ce soit. Le souvenir de son visage écarlate fit naître un sourire intérieur. Malgré cela, les rumeurs persistantes continuaient de la troubler. Elle remarqua alors l'hésitation de la servante et demanda ce qui n'allait pas. La jeune femme, une brune aux traits doux, paraissait nerveuse. Elle avoua à voix basse avoir vu, la veille au soir, une femme sortir de la chambre de Raven. Estrella haussa légèrement un sourcil, impassible, et demanda si elle savait de qui il pouvait s'agir. La domestique s'excusa aussitôt, affirmant qu'elle ne pouvait se permettre de commenter la vie privée de son maître. Elle baissa la tête, redoutant d'avoir franchi une limite. Un silence s'installa, seulement troublé par le froissement du tissu lorsqu'Estrella se leva, et l'invita à relever la tête. Elle souligna que ne pas colporter de rumeurs constituait une preuve de loyauté et qu'elle pouvait en être fière. La servante la regarda avec surprise, touchée par cette bienveillance. Tandis qu'Estrella quittait la pièce, la jeune femme songea qu'elle n'avait rien de la femme cruelle décrite par les rumeurs et qu'elle semblait sincèrement attachée à Raven. Dans les couloirs du palais, la démarche d'Estrella demeurait assurée, presque impériale. Ses pensées, en revanche, s'enchaînaient avec intensité. Elle cherchait à comprendre ce regard empreint de douceur lorsqu'une autre femme évoquait Raven. L'idée qu'un lien existe entre lui et la silhouette aperçue la veille s'imposait peu à peu. Un sourire froid étira ses lèvres. Elle s'arrêta devant une grande fenêtre. Qu'elle est une rivale ou non, elle n'envisageait pas de reculer. Sa réputation au sein de l'Empire reposait sur une détermination que rien ne venait ébranler.
Elle se contempla dans la vitre avec satisfaction, convaincue qu'il serait difficile de trouver mieux qu'elle. Un brouhaha venu de l'extérieur attira son attention. Par la fenêtre, elle aperçut les chevaliers à l'entraînement. Au milieu d'eux, torse nu et couvert de sueur, ses muscles se contractaient sous l'effort, ses cheveux blancs collant à son front. Elle décida de cesser de ruminer et de passer à l'action. Elle descendit dans les jardins. L'entraînement venait d'être interrompu. Ravenne, encore essoufflé, donnait ses instructions lorsqu'il sentit une présence derrière lui. Se tourna brusquement, il lui demanda ce qu'elle faisait là. Estrella observa sa posture défensive avec amusement et lui indiqua qu'elle souhaitait simplement lui proposer de déjeuner ensemble. Ravenne se détendit légèrement et reprit contenance. Il répondit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient et demanda si c'était tout. Elle ajouta qu'elle avait une autre demande. Elle évoqua le lendemain et suggéra l'idée d'un rendez-vous galant. Le mot resta suspendu un instant. Ravenne répéta ces termes, déconcerté. Son imagination s'emballa aussitôt. Pour lui, un tel rendez-vous correspondait à ces moments décrits par tous avec enthousiasme, partager un lieu, un repas, puis laisser naître une proximité plus intime. Des images romantiques envahirent son esprit, bientôt remplacées par des visions plus charnelles. Son visage se teinta de rouge. Il regarda Estrella, les yeux agrandis par l'appréhension. L'idée qu'elle puisse prendre l'initiative au cours de cette rencontre éveilla en lui une agitation inconnue, faite d'embarras et d'une panique qu'il ne maîtrisait pas encore. Le regard perdu dans le vide, il cherchait à comprendre ce qui lui échappait. L'idée qu'Estrella puisse tenter quelque chose s'imposait à lui. Une hypothèse inconfortable prit forme dans son esprit. Elle avait peut-être perçu son inexpérience avec les femmes, par amusement ou par compassion, choisi de lui proposer ce rendez-vous. La perspective d'être ainsi manipulé par cette femme à la réputation redoutable éveilla en lui un frisson de malaise. Il ferma les yeux et une résolution nouvelle durcit ses traits. En repensant à ses attitudes étranges à son égard, la conclusion lui semblait désormais évidente. Il murmura qu'il devrait décliner, affichant un sourire forcé pour se donner contenance. Il tenait à clarifier ses intentions et à montrer que ce refus ne naîtrait pas de la peur. Il expliqua que son emploi du temps du lendemain était déjà chargé et qu'il en était désolé, puis il tourna les talons sans lui laisser le temps de répondre. Le geste était rapide, presque brusque, comme s'il cherchait à éviter un échange qui l'aurait obligé à s'expliquer davantage. Estrella, refusant de le laisser s'éloigner ainsi, attrapa sa chemise et le retint. Son mouvement fut net, déterminé. Ravenne, surpris, ne comprit pas d'où elle tirait une telle force. Déstabilisé par cette fermeté inattendue, il la fixa avec trouble et lui demanda si elle était réellement une femme. Estrella s'arrêta et se tourna vers lui, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres, empreint d'une malice presque prédatrice. Elle évoqua ce qu'elle pouvait être réellement et suggéra que, s'il parvenait à la voir telle qu'elle était, il pourrait peut-être le découvrir. Puis poursuivit en l'interrogeant sur son emploi du temps du lendemain et sur la véracité de ses paroles. Il finit par admettre qu'il se libérerait. En croisant les bras, il cède face à cette détermination. Il accepta ce rendez-vous à une condition, celle d'être rentré avant 19 heures. Estrella évoqua l'idée d'un couvre-feu chez les Diel avec amusement, tandis que lui se rassurait intérieurement en pensant qu'une rencontre écourtée resterait sans ambiguïté. Elle accepta. Soudain, elle leva la main vers lui, le petit doigt tendu, et lui demanda de promettre. Il chercha à comprendre, surpris par cette demande, et comprit qu'elle souhaitait sceller cet engagement par un geste d'enfant. Elle affirma que toute promesse méritait d'être marquée de cette manière. Il soupira, mais entrelaça son auriculaire avec le sien. Elle le prévint alors que s'il venait à se dérober, elle ne le lui pardonnerait pas, son sourire oscillant entre légèreté et sérieux. Lorsqu'elle s'éloigna, il resta immobile, observant sa propre main. Il avait du mal à la comprendre. Pour Estrella, à chaque promesse, il la scellerait ainsi, transformant le plus insignifiant des vœux en engagement précieux. Elle reconnut que, de cette manière, même les promesses les plus simples pouvaient prendre une dimension profondément romantique. Le retour à la réalité de son bureau fut brutal. Assis seul devant sa large table, le capitaine, ce guerrier redouté, se retrouva en proie à une agitation intérieure qu'il maîtrisait mal. Il se demandait ce que l'on était censé faire lors d'un rendez-vous galant. Son imagination se mit à explorer plusieurs possibilités. Une promenade en barque sur le lac lui sembla trop convenue. L'opéra lui parut ennuyeux.
Un simple dessert ne lui paraissait pas suffisant. Il finit par s'effondrer sur son bureau, la tête enfouie dans ses bras, submergé par la complexité de la situation avant de se forcer à reprendre le travail. Un coup retentit à la porte et la voix d'Hassel se fit entendre, demandant l'autorisation d'entrer. Il se redressa aussitôt, retrouvant son masque de froideur et donna son accord. Son second pénétra dans la pièce, le visage grave. L'unité 3 venait de rentrer de mission et il souhaitait présenter un rapport sur la zone interdite où les monstres étaient réapparus. Le poison, comme redouté, s'y était concentré en un seul point. Le capitaine répondit qu'il s'y attendait et écouta attentivement la suite. Habituellement, ce phénomène revenait de manière cyclique tous les 2 ou 3 ans, mais cette concentration inédite depuis 60 ans annonçait des bouleversements majeurs. Il rappela que chaque formation d'un tel foyer était suivie d'une catastrophe et qu'il fallait agir rapidement. Une barrière magique serait érigée pour limiter la propagation. Ces hommes acquiescèrent et demandèrent s'ils pouvaient intervenir dès le lendemain. Il donna son accord. Il marqua ensuite une pause en regardant par la fenêtre de la cathédrale. Le lendemain correspondait aussi au rendez-vous. Il commença à s'excuser de confier la tâche si vite après leur retour, puis se ravisa et déclara qu'il s'en chargerait immédiatement. Ses subordonnés sursautèrent, intrigués par ce changement. Il finit par admettre, d'une voix détournée, qu'un rendez-vous galant lui avait été imposé. Un silence stupéfait s'abattit dans la pièce. Les 2 officiers, l'un aux cheveux roses, l'autre aux cheveux bleus, écarquillèrent les yeux. Ils soulignèrent la contradiction entre cette rencontre et la mission d'extermination, évoquant même la possibilité de lui trouver un guide pour s'y préparer. Le capitaine se leva et ajusta sa cape avec dignité. Hassel savait déjà que les rumeurs concernant ses prétendues conquêtes étaient fausses. Il déclara qu'il gérait lui-même cette mission et ordonna à ses hommes d'aller se reposer et de passer voir les guérisseurs pour une purification. Il quitta la pièce en refermant la porte, laissant ses subordonnés perplexes et persuadés que la suite serait mouvementée. La nuit tomba sur la forêt maudite. Le capitaine avançait seul, sa cape flottant au vent, s'enfonçant dans l'obscurité où le poison s'accumulait. Il repéra l'endroit et constata que la source se trouvait là, dissimulée. Devant lui, une masse sombre et pulsante diffusait une aura malveillante. Sans hésiter, il leva la main. La magie afflua, puissante et glaciale, tourbillonnant autour de lui. Une fois la barrière en place, plus aucun monstre ne pourrait émerger. Il constata que l'éradication complète nécessiterait l'intervention de la maison Charenne, mais qu'il devait d'abord s'occuper du reste. Les monstres surgirent des ténèbres, attirés par sa présence. Un sourire confiant se dessina sur ses lèvres, empreint d'une détermination presque sauvage. Il savait que c'était à eux qu'il devait désormais s'attaquer. Le lendemain, la lumière du jour inondait le palais. Le capitaine se tenait face à Estrella et repensait à la veille, à ses hésitations. Il avait accepté ce rendez-vous en pensant qu'il resterait un moment simple et sans ambiguïté. L'instant présent racontait pourtant une toute autre histoire. Il la tenait désormais entre ses bras, la retenant contre la haute fenêtre, son visage proche du sien, le souffle court, le regard chargé d'une intensité nouvelle qui ne relevait plus de l'innocence. La nuit enveloppait le palais impérial d'un silence dense, presque religieux, seulement troublé par le sifflement caractéristique de la magie. Un cercle de téléportation, tissé de lumière azur et de runes complexes, se déploya devant l'entrée monumentale et fendit l'obscurité. Dans un tourbillon de particules lumineuses, une silhouette masculine apparut. L'homme aux cheveux d'argent, vêtu de son uniforme militaire noir aux ornements minutieux, posa le pied sur le marbre froid. À peine matérialisé, son regard se posa sur la femme assise non loin, drapée dans une cape sombre, immobile dans une attente patiente et presque solennelle. Il lui demanda si elle l'attendait, et répondit qu'elle lui avait simplement dit qu'il pouvait rentrer. Il l'observa un instant. Sous son assurance apparente, il distinguait des signes d'épuisement à peine perceptibles. Il songea qu'elle était proche de s'effondrer et sentit une inquiétude discrète lui serrer la poitrine. Il lui fit remarquer qu'elle n'avait pas besoin d'en faire autant et qu'il aurait suffi de reporter le rendez-vous. Elle reconnut qu'il avait raison et admit que Kate pensait la même chose. Il ajouta que, compte tenu de la situation, il aurait été plus raisonnable de repousser cette rencontre à un autre jour, mais qu'il n'avait pas voulu briser leur promesse. Kate cligna des yeux, surprise par ce mot, et chercha à comprendre de quelle promesse il parlait. Il éluda aussitôt, prétendant avoir pensé à voix haute, puis détourna le regard. Intérieurement,
Il reconnut qu'il ne comprenait pas lui-même pourquoi il s'acharnait autant à tenir parole, troublé par ses propres motivations. Le trajet en calèche se déroula au rythme des sabots sur les pavés, dans une tension silencieuse. Assis face à elle, le jeune homme sentait sur lui un regard insistant. Estrella le fixait sans relâche, avec une intensité presque déroutante. Une goutte de sueur glissa le long de sa tempe. Il se demanda pourquoi elle le regardait ainsi sans rien dire et imagina qu'elle préparait encore quelque chose d'imprévisible, fidèle à son tempérament. Il ne se trompait pas sur l'existence d'un plan, mais en ignorait la nature. Dans l'esprit d'Estrella, les pensées s'enchaînaient rapidement, guidées par les conseils de son livre de chevet intitulé « Comment séduire un homme inaccessible ». Une étape recommandait de créer un moment intime, à cœur ouvert, loin de tout regard. Il finit par exprimer son trouble, incapable de supporter plus longtemps ce silence. Estrella pencha légèrement la tête et afficha un sourire. Puis lui demanda si son cœur s'accélérait lorsqu'il la regardait. Il écarquilla les yeux, décontenancé, et répondit que cela ressemblait davantage à de la peur. Sans relever la remarque, elle se concentra et envisagea d'appliquer ce qu'elle avait lu. Elle se remémora certains passages audacieux d'un roman sentimental intitulé « J'ai réussi à séduire la plus grande sainte du royaume ». La calèche heurta alors violemment une ornière. L'équilibre fragile se rompit et Estrella fut projetée en avant, heurtant directement le torse large de son vis-à-vis. Elle s'excusa, inquiète de son état, les joues brûlantes. Puis, reprenant contenance et se souvenant de son objectif, elle lui demanda si son cœur s'était emballé cette fois. La calèche s'immobilisa enfin devant un bâtiment imposant à la façade élégante. Il s'agissait de la plus prestigieuse maison de couture du Sud, réputée dans tout l'Empire. La propriétaire, la vicomtesse Eda Blow, s'inclina profondément. Elle déclara que cela faisait longtemps et qu'elle les attendait, exprimant l'honneur qu'elle éprouvait à rencontrer Estrella. L'homme expliqua d'un ton professionnel qu'il souhaitait offrir une jolie robe à sa fiancée. Si possible, commander également une robe de soirée, puis demanda à voir leur dernière création. Elle répondit qu'elle allait préparer le catalogue le plus récent et les invita à la suivre. En les guidant, la vicomtesse repensa aux rumeurs inquiétantes entourant la fille du duc, décrite comme capricieuse et prompte à s'emporter si une robe lui déplaisait. Elle redoutait qu'un faux pas ne ruine sa carrière. Quelques instants plus tard, le rideau de la cabine d'essayage s'écarta. La vicomtesse et le jeune homme se figèrent. Estrella apparut vêtue d'une robe de soirée bleu nuit, constellée de détails scintillants évoquant un ciel étoilé. La coupe soulignait harmonieusement sa silhouette et ses cheveux ondulaient sur ses épaules nues. La vicomtesse se tourna vers l'homme pour obtenir son avis. Il resta muet une seconde, captivé, puis retrouva son cynisme et déclara qu'elle ressemblait à un magnifique gorille. Une aura menaçante émana aussitôt d'Estrella, faisant reculer la couturière qui crut voir ses craintes se confirmer. Il soupira en la regardant et reconnut qu'il ne comprenait pas ce qui se passait dans son esprit, ajoutant qu'un choc suffisant remettrait peut-être ses idées en place. La vicomtesse, témoin de la scène, pensa qu'elle n'aurait pas dû croire les rumeurs et qu'ils formaient un couple étonnamment charmant, tout en annonçant par prudence qu'elle allait chercher une autre robe. Alors que la vendeuse s'éclipsait, il lui demanda si elle ne voulait pas en essayer d'autres. Elle répondit qu'elle s'apprêtait à partir et que, si lui offrir cette robe faisait partie du minimum qu'il estimait devoir faire, il n'avait plus besoin de renouveler ce genre d'attention. Le visage de l'homme devint plus sérieux, presque adouci. Il expliqua qu'il n'agissait pas par obligation morale et qu'il souhaitait lui faire ce cadeau pour la remercier d'avoir sauvé la vie de ses hommes. Estrella marqua un temps d'arrêt en comprenant l'intention réelle de ce geste. Il ajouta qu'elle devait manquer de robes adaptées au climat du Sud et que c'était pour cette raison qu'il voulait lui en offrir. La veille encore, elle portait une robe du Nord bien trop chaude pour la saison. Elle baissa les yeux, touchée. Elle comprit qu'il avait remarqué ce détail et qu'elle aurait pu en profiter pour réclamer davantage, mais ne l'avait pas fait. Elle répondit qu'une seule robe lui suffirait. Il eut un léger rire et supposa qu'elle s'inquiétait du prix, précisant qu'il pouvait acheter toute la boutique sans que cela n'affecte sa fortune ni celle des Diel. Il conclut qu'il était inutile de faire des manières et qu'elle devait accepter. Estrella soupira, résignée, puis se retourna, en lui demandant de ne pas lui en faire reproche par la suite. Il la regarda s'éloigner de quelques pas et reconnut intérieurement qu'il l'avait d'abord prise pour une aristocrate arrogante, mais que ses maladresses suscitaient désormais chez lui des réactions instinctives. Il admit que le problème venait de lui, puis lui demanda d'attendre. Ensuite,
Il s'approcha lentement d'elle et leva la main vers son visage avec une hésitation perceptible. D'une voix maîtrisée, il exprima le désir de toucher ses cheveux. Elle s'interrogea intérieurement sur ce qui lui prenait, le cœur légèrement accéléré, puis remarqua l'objet qu'il tenait entre ses doigts, un bijou aperçu à leur arrivée et qui lui avait semblé parfaitement lui convenir. Avec une délicatesse appliquée, il glissa un ornement floral argenté dans sa chevelure sombre. Il recula d'un pas pour observer le résultat, un sourire satisfait et adouci éclairant ses traits, et déclara que c'était parfait et magnifique. Estrella porta la main à sa coiffure, les joues légèrement rosies, surprise par la sincérité du compliment et par l'intimité soudaine de l'instant. Pour la première fois de la soirée, les stratégies et les tentatives de séduction s'effacèrent, laissant place à quelque chose de plus simple et de plus réel. C'était parfait. Il était magnifique. Elle précisa qu'elle parlait du bijou, comme pour se convaincre elle-même. Une hésitation la saisit pourtant. Le bijou. Vraiment. Devant elle, Raven laissa échapper un rire sonore et sans retenue qui brisa l'instant de contemplation. Sur un ton taquin, qu'elle semblait avoir imaginé autre chose, un sourire en coin étirant ses lèvres. Elle comprit qu'il se moquait d'elle, sans hésiter, lui asséna un coup de coude dans les côtes. Estrella détourna le regard, agacée mais surtout embarrassée. Après des heures d'essayage, elle se retrouvait entourée d'une montagne de robes et de parures, tout cela pour finir sur une plaisanterie de ce genre. Quelques instants plus tard, il déambulait dans les rues pavées de la capitale. L'air y était différent, loin de la rigueur du Nord. Raven demandait à savoir si elle n'était pas fatiguée, après tant d'essayages et mentionna la présence d'un café très en vogue à quelques pas. Mais elle déclina, préférant aller voir les stands de rue. Soudain, des murmures s'élevèrent sur leur passage. On reconnaissait le seigneur Raven. Certains soulignaient sa beauté inchangée. Raven semblait dans son élément. Il observa Estrella du coin de l'œil et songea qu'il avait craint qu'elle ne veuille venir ici, mais que son inquiétude semblait s'atténuer. Il remarqua qu'elle paraissait passer un bon moment. Elle répondit que l'ambiance différait de celle du Nord et qu'elle la trouvait agréable à regarder. Raven l'entraîna vers une place animée, les yeux brillants d'intérêt. Il avait voulu voir de ses propres yeux l'endroit préféré du capitaine, se remémorant les moqueries affectueuses de ces hommes qui le comparaient souvent à un ange. Alors qu'il marchait, Raven saisit soudainement la main d'Estrella. Le geste, trop vif, le fit sursauter et son cœur se mit à battre plus fort. Il commenta la raideur de sa réaction sur un ton léger, ajoutant qu'il avait simplement réagi en sentant la froideur de sa main. Il relâcha doucement sa prise. Un voile de déception difficile à déchiffrer passa brièvement sur son visage. Il indiqua qu'il allait regarder un peu plus loin. Estrella resta immobile un instant, troublée par sa propre réaction qu'elle jugeait peut-être trop brusque. Ils s'enfoncèrent ensuite dans la foule du marché. Très vite, les regards se posèrent sur elle. On la reconnut comme demoiselle Estrella, celle dont tout le monde parlait. Certains s'étonnaient qu'une jeune femme aussi charmante épouse leur seigneur. Les commentaires se multipliaient, empreints de bienveillance. On affirma qu'il était bon de les voir ainsi et qu'ils formaient un très beau couple. Estrella était frappée de stupeur. Elle s'attendait à l'hostilité habituelle, mais elle était accueillie par des sourires chaleureux. Elle se demanda intérieurement si cette attitude était liée à l'influence de Raven, tant tout semblait aimable. Pourtant, tandis que les compliments se succédaient, une ombre traversa son esprit. Le décor ensoleillé du marché s'effaça pour laisser place à des souvenirs sombres et glacials. Des voix du passé surgirent, chargées de haine et de terreur, l'accusant, la désignant comme responsable de l'apparition des monstres et appelant à la livrer en sacrifice. Le mot sorcière résonnait dans son crâne et la paralysait. La voix de Raven la ramena brusquement au présent. Il s'était interposé entre elle et la foule, posant une main protectrice sur son épaule. Son sourire demeurait lumineux, mais sa posture marquait clairement une limite. Il déclara qu'il se réjouissait de la popularité de sa fiancée tout en demandant qu'on la lui rende, précisant qu'ils étaient en plein rendez-vous. Un homme s'excusa, reconnaissant leur curiosité excessive, et invita les autres à reprendre leurs occupations. Une commerçante leur lança qu'ils seraient les bienvenus à tout moment et qu'on les laisserait profiter du marché. Le calme revint autour d'eux. Près d'une fontaine, Raven observait Estrella avec une inquiétude dissimulée. Il pensait que le mot sorcière provoquerait une bagarre ou une crise de panique, mais elle n'avait pas réagi. Sur l'instant, elle avait semblé se détacher de tout, comme si elle acceptait son sort.
Il s'excusa de l'avoir laissé seul, expliquant qu'il avait grandi avec les gens d'ici et que leur familiarité lui paraissait naturelle, ajoutant qu'il aurait dû la prévenir. Estrella murmura que ce n'était pas sa faute et que la responsabilité lui revenait. Soudain, une petite boule de poil noir heurta sa jambe avec un rebond souple. Estrella baissa les yeux vers un chaton noir aux yeux bleus perçants qui la regardait avec curiosité. Raven expliqua qu'il avait pensé que l'animal lui plairait et qu'il l'avait acheté pour elle, ajoutant qu'il lui ressemblait. Raven poursuivit en évoquant les nombreuses choses à voir dans le quartier, capables de remplir leur journée, et lui tendit la main avec une invitation claire dans le regard, rappelant qu'ils avaient un rendez-vous en cours. Estrella hésita un instant puis accepta sa main. Le reste de la journée se transforma en un tourbillon de saveurs et de rires. Ils goûtèrent aux spécialités locales, Raven mangeant avec une élégance presque provocante qui suscita l'admiration d'Estrella. Elle fit remarquer que cette technique rappelait celle d'un célèbre coureur de jupons de l'Empire et souligna son enthousiasme. Alors que le soleil déclinait, teignant le ciel d'orange et de pourpre, ils prirent le chemin du retour. Elle évoqua intérieurement le moment, réalisant qu'elle avait eu l'impression de flotter, portée par l'attention qu'il lui accordait. De retour dans le calme des jardins du palais, elle se tourna vers lui. Le chaton ronronnait contre sa poitrine, lui donnant un peu de courage. Elle l'appela par son nom et lui demanda la permission de lui adresser une parole. Il la regarda avec attention, ses yeux violets brillant dans la lumière du crépuscule. Elle commença d'une voix hésitante, cherchant ses mots, et exprima son trouble face à la gentillesse qu'il lui témoignait. Elle s'attendait à une réponse légère, peut-être à une plaisanterie. Elle n'aurait pas imaginé que sa réponse la blesserait à ce point.